Allô et bienvenue sur le podcast Ruban Cassette, un balado tout en douceur où on explore toutes les facettes de la simplicité et la lenteur au quotidien. Je suis votre hôte Elisabeth et il me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Simplicité et lenteur au quotidien. Salut podcast! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode du Balado Slow pour l'année 2019. J'espère que vous avez eu un beau temps des fêtes, que ça a été le plus doux et lent et simple qui est possible pour vous et qui vous ressemble aussi parce que la définition de tout ça est différente pour chacun d'entre nous et c'est parfait comme ça. J'espère que le temps des fêtes a été bon pour vous puis que vous avez un beau début d'année. Comme la dernière fois, j'enregistre cet épisode de podcast en compagnie d'Oscar. Et voilà, donc ça se peut que vous l'entendiez jouer à côté de moi ou taponner un peu le micro parce qu'il est assez curieux du micro en ce moment. Là. On est installés vraiment un à côté de l'autre sur la table de la cuisine. Donc, il a vraiment accès au micro. Donc, ça se peut que vous l'entendiez bien, comme vous savez. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de enfin enregistrer l'épisode numéro 2 concernant pourquoi on n'utilise pas de punition à la maison. Donc, c'est ça, à l'automne dernier, j'avais fait une publication sur Instagram dans laquelle je vous invitais à me poser vos questions parce qu'on reçoit vraiment souvent des messages sur le fait qu'on n'utilise pas de punition. Qu'est-ce qu'on fait à la place? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Quoi faire, etc. Voilà, donc j'avais préparé ce premier épisode-là pour expliquer pourquoi, en fait, notre philosophie, si on peut dire, pourquoi on n'utilise pas de système de punition comme tel, pourquoi on essaie le plus possible de se tenir loin du blâme et de la honte et aussi des interminables sermons. On punit pas ça, ça a toujours été clair et net. On n'a jamais puni nos enfants, on n'a jamais retiré un objet pour lui montrer une leçon, on n'a jamais envoyé nos enfants dans la chambre ou dans un coin ou empêcher de faire une sortie ou empêcher de faire une activité en réaction à quelque chose qu'ils ont fait ou privé de dessert ou whatever. Ça, c'est clair. Les punitions, pour nous, ça a toujours été facile. Là où moi, j'ai plus de difficultés, c'est au niveau du sermon. Là. Je crois en des explications, mais évidemment, on s'adresse à des petits, donc les explications trop longues, ça sert à rien. Et moi, je parle beaucoup. Donc ça, c'est vraiment mon défi, le sermon comme tel, même si ça sonne pas nécessairement sermon, ce que je dis, mais mes explications sont souvent beaucoup trop longues. Bref, ça c'est mon défi, mais on se tient loin de la punition, du blâme, de la honte, des systèmes de récompense également. Donc voilà, vous irez écouter cet épisode-là si ça vous intéresse de savoir pourquoi on a choisi de faire ça comme ça. Et aujourd'hui, j'ai pris la liste des questions plus précises. Les autres questions, ça touchait plus le pourquoi, etc., la philosophie derrière. Et là, j'ai une série de questions sur qu'est-ce qu'on fait à la place. Alors, j'ai beaucoup de questions et la plupart d'entre elles peuvent se regrouper. Ça pourrait être beaucoup plus de thèmes que ça, mais la plupart d'entre elles, par hasard, peuvent être regroupées, disons, en 2 thèmes. Donc, je vais parler de ces thèmes-là spécifiquement, puis dire un peu ce qu'on fait dans ces situations-là, mais je tiens à dire, et c'est tellement important, je pense pas que je peux dire à quel point c'est important de garder ça en tête. Chaque humain est tellement différent. Chacun des parents est différent. Chacun des enfants, même s'ils ont les mêmes parents, sont vraiment différents. Donc, même si je vous donne ces exemples-là, qui ne seront pas nécessairement si précis que ça, parce que justement, c'est tellement relatif, j'aimerais vraiment que vous gardiez toujours en tête que ça va être différent pour chacun d'entre nous et que ça demande un peu plus de réflexion que juste se dire, OK, bon, parfait, je vais dire ça la prochaine fois.
Moi aussi, je fais ça, là, j'apprends des phrases d'intervention un peu par cœur au début, dans certaines situations où moi, ça me choque plus que quelqu'un d'autre, par exemple. Des choses qui nous trigger personnellement, là, c'est tout lié à notre vécu, à notre système de valeurs, à notre ego, à notre peur aussi. Donc, les choses où moi, j'ai plus de misère à détacher ma réactivité de ma colère ou de ma frustration, par exemple. Là, je vais apprendre un peu des petites phrases par cœur au début me permettre de prendre une micro-pause mentale entre ce qui est en train d'arriver puis ma réaction. Question d'avoir une meilleure, d'être plus en conscience de ce que je fais puis de mieux voir la situation. Parce que si je suis juste dans la réactivité, ça ne sera jamais une bonne intervention puis personne ne va aller nulle part. Tandis que si je me permets cette pause-là, oui, mon garçon, allô? Et si je me permets cette pause-là, alors là, je peux vraiment mieux réorienter la façon que j'agis au lieu de réagir. Oui, tu veux parler au micro, toi aussi? Ce que tu dis, allô? Allô? Alors voilà. Donc, gardez en tête qu'il faut prendre ce que je dis avec un grain de sel et l'adapter selon notre réalité, la personnalité de nos enfants, les besoins de des situations, etc. Gardez aussi en tête qu'il n'y a personne de parfait. J'élève moi aussi la voix parfois, même si c'est quelque chose que j'essaie beaucoup de ne pas faire. Mais je l'avoue, quand mes trois garçons de très jeune âge, avec beaucoup d'énergie, se mettent à vraiment disjoncter les trois en même temps, ouf, j'ai beaucoup besoin de me répéter mes mantras et de me rappeler pourquoi je fais tout ça pour pas justement pogner les nerfs, juste crier après tout le monde, puis voilà. Donc, c'est ça. Personne n'est parfait. On chemine. L'important, c'est de s'améliorer, de réparer, de cheminer. Alors, parmi les questions que j'ai reçues, il y a beaucoup de qu'est-ce que vous faites lorsqu'un enfant a un comportement inacceptable, comme frapper, mordre, etc. Et qu'est-ce que vous faites à la place? Comment réagir quand ma fille de 3 ans me frappe? J'ai beaucoup de mal à accepter et souvent je l'isole. Comment interviens-tu quand un de tes garçons... oui, tu veux te mettre ton auto? Comment interviens-tu quand un de tes garçons pose un geste violent? Comment ne pas embarquer dans la menace non plus? Ben ça, c'est un peu la même façon d'approcher le tout. Bon, encore les comportements inacceptables. Comment, bon, qu'est-ce que tu... Bon, est-ce que tu mets des fois en retrait? Bon, je vais y aller avec l'agressivité en premier. Donc là, l'agressivité comme telle, qu'est-ce que je fais? Bon, ça dépend de l'âge de l'enfant, ça dépend de la situation et ça dépend aussi qu'est-ce que je considère comme un geste agressif ou non, qu'est-ce qui est acceptable ou non. Généralement, avant de rentrer dans le technique comme tel, qu'est-ce que je dis ou qu'est-ce que je fais avec mes mains, j'essaie le plus possible d'agir en prévention, d'avoir une parentalité comme proactive, si je peux dire. Si mes enfants sont rendus à avoir un geste agressif, mes enfants sont encore dans la petite enfance, sauf Henri qui s'en va là, dans l'âge scolaire, là, il a bientôt 6 ans. Donc, il change tranquillement de catégorie d'âge. Mais il y a quand même une différence entre ma façon d'intervenir avec Oscar, qui n'a pas encore 2 ans, et Paul, par exemple, qui a 4 ans. Et Henri, qui a presque 6 ans. Donc, ma façon d'intervenir avec eux va être quand même différente d'un individu à l'autre. Globalement, j'essaie d'agir en prévention. Si mon enfant est rendu à avoir un geste agressif, c'est probablement qu'un de ses besoins n'ait pas été comblé. Soit que, bon, il est trop fatigué, soit qu'il a faim, soit qu'un de ses frères est vraiment l'agresse, en fait, le tanne, soit qu'il est bruyant, soit qu'il dérange son jeu, qu'il ne respecte pas sa bulle ou qu'il lui dit quelque chose qu'il n'a pas aimé. Ça, c'est tous des besoins, soit des besoins de calme, des besoins d'être seul, besoin de manger, besoin de se reposer, besoin d'affection aussi. Peut-être que ça fait longtemps qu'il n'y a personne qui lui a donné de l'attention.
Puis on a été tellement occupés que même s'il réclamait de l'attention de plein de façons très positives, on n'a pas bien répondu. Donc, un moment donné, il va chercher l'attention avec quelque chose qu'il sait qu'automatiquement, on va réagir. L'agressivité, ce n'est pas acceptable dans ma maison. Donc, c'est certain que je vais réagir. J'essaie donc de m'assurer que le plus souvent possible, mes enfants ont leurs besoins comblés. Que je leur donne le plus d'attention positive au travers de la journée. Et si mes enfants ont vraiment besoin d'attention et qu'ils se rendent à des gestes inacceptables ou des crises ou d'agressivité, peu importe, d'ailleurs, une crise n'est pas inacceptable chez nous. S'ils se rendent là, c'est que oui, moi, je sais que je n'ai pas donné assez d'attention. Ça va être probablement une des causes et je vais lui en donner plus. Je ne vais pas enlever de l'attention, je vais venir combler ce besoin d'attention-là, même s'il est venu la chercher avec un geste qui n'est pas acceptable. Ça peut être discutable pour certains, mais chez nous, ça fonctionne vraiment mieux comme ça. Quand ça arrive, ou si quand un de mes enfants a un geste agressif, je vais essayer de voir justement quel problème se cache derrière ce comportement-là. Je vais isoler le comportement agressif de la personne qu'il est. Donc, mon enfant n'est pas méchant, mon enfant n'est pas agressif, mon enfant n'est pas un manipulateur ou un enfant terrible. Mon enfant a un besoin qui a besoin d'être comblé. Un petit instant. Oui, mais vous allez les chercher toi-même. Oui, vas-y. Excusez-moi. Donc, mon enfant a, c'est ça, une problématique ou un besoin derrière ce comportement-là et je vais essayer de le comprendre. Évidemment, c'est pas acceptable de faire mal aux autres, donc que ce soit à moi ou à ses frères, je vais généralement, s'ils sont loin de moi, je vais dire stop de façon quand même assez forte et stop. Pour essayer que tout le monde s'arrête. Je ne le dis pas dans la terreur, je le dis. Oui, tu veux que j'arrête de parler, mais j'ai besoin d'enregistrer ce podcast, mon amour. Je vais donc le dire de façon ferme, mais pas épeurante. Je ne veux vraiment pas créer de sentiments de peur ou d'inquiétude dans ma maisonnée. Donc, je vais dire stop, et si je suis loin, je vais m'approcher physiquement. Ils sont encore petits, donc je m'approche physiquement. Et généralement, je vais... j'ai pas besoin de faire ça avec un de mes enfants, mais avec un autre de mes enfants, j'ai besoin de faire ça. Je vais physiquement lui tenir les mains, mais je vais lui dire et en douceur. Je vais tenir tes mains je te laisserai pas me faire mal ou je te laisserai pas taper ton frère, je te laisserai pas te faire mal non plus. Donc, je vais te tenir les mains le temps qu'on se calme ensemble, que tu te calmes. Puis là, je vais attendre un petit peu. Je vais laisser la poussière retomber. Hello, Oscar. Si l'autre enfant a mal, je vais m'occuper de lui en premier. Oui, allô? Tu veux faire des bisous? Je vais donc je vais donc m'assurer que la personne qui a mal reçoit de l'attention en premier, après avoir dit que j'allais tenir les mains. Oui, mon amour, salut. Donc, est-ce que ça va? C'est pas le fun de se faire mal, se faire taper, c'est pas acceptable, je comprends ça, etc., etc. Donc, je vais être très empathique envers la personne. Je vais être très empathique envers la personne qui a mal, tout en peut-être tenant les mains de l'autre personne ou juste en étant très proche physiquement, le temps que cette personne-là se calme. Généralement, j'ai plus besoin de tenir les mains, juste d'avoir dit, regarde, je vais te tenir les mains, ça dure 3 secondes. Puis après ça, il est assez calmé pour que je le lâche, tout le monde se calme. Et après que j'ai parlé à la personne qui a mal, et que j'ai été empathique et que j'ai nommé les émotions qu'elle ressent, cette personne-là. Par ça, je fais aussi un peu l'enseignement pour l'autre personne sans m'adresser à la personne qui a agressé. Elle me voit être empathique avec la personne qui a mal, elle me voit nommer les émotions, elle les entend, elle peut les visualiser. Et ensuite, je vais me tourner vers cette personne qui a posé ce geste agressif et je vais lui dire... Oui? Est-ce qu'un patin? Et je vais lui rappeler que frapper, c'est inacceptable.
Et je vais essayer après ça qu'on rentre tous ensemble en mode solution. Donc, quand je me mets en mode solution, je vais commencer par... Oui, t'as entendu ta voix? Je vais commencer par avoir de l'empathie pour la personne qui a fait un geste agressif. Pas empathique envers le geste, mais envers ce qui a pu causer ce geste-là. Donc, je vais lui dire des choses comme, bon, je vois que tu as eu un moment difficile, que tu vis un moment difficile en ce moment, puis-tu m'expliquer pourquoi tu es en colère, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et je vais la laisser m'expliquer sans juger. Je vais juste recevoir les informations qu'elle me dit. Généralement, l'autre personne va vouloir s'exprimer aussi, donc j'essaie qu'à tour de rôle, il m'explique la situation. Puis ensuite, je demande à la personne qui a posé son geste agressif de m'indiquer qu'est-ce qu'elle aurait pu faire à la place de frapper ou de mordre ou de lancer un objet sur quelqu'un ou de dire un mot méchant ou des trucs comme ça. Donc, je vais essayer justement d'accompagner dans l'apprentissage des solutions. Ensuite, je vais dire à la personne qui a eu un geste agressif que je vais rappeler l'importance de réparer la situation, mais je vais lui préciser de le faire quand elle va être prête. Je ne force pas mes enfants à s'excuser sur le champ parce qu'on le sait, des excuses forcées, ça frustre, ça crée des frustrations, ce n'est pas sincère, ça ne répare pas la situation entre les deux personnes. Donc, je lui dis, quand tu seras prêt, tu répares, oublie pas de réparer avec ton frère. Il faut aussi que la personne qui reçoit les excuses soit prête. Donc, ça se peut que je reste proche dans la suite des choses parce que si l'autre personne n'est pas prête, la première personne veut s'excuser éventuellement, ça peut créer aussi des conflits. Donc, je les coach encore beaucoup à ce niveau-là. Mais souvent, ce qui arrive souvent, c'est que je n'ai pas vraiment besoin d'intervenir. Généralement, ils vont jouer chacun de leur côté ou lire un livre ou même recommencer à jouer tout de suite ensemble. Puis, pas si longtemps que ça après, j'entends un de mes enfants dire « Je m'excuse de t'avoir frappé, je m'excuse d'avoir dit que t'es un bébé, je m'excuse d'avoir arraché ton jouet. » Puis ils font la paix. L'autre personne, généralement, est rendue prête, puis elle reçoit les excuses. Puis ils continuent. Puis on n'en reparle plus, c'est fait, c'est réglé. Voilà. Donc ça, c'est généralement comment j'agis. J'espère que vous entendez la souffleuse dehors. On a tellement de mal ici. Donc ça, c'est généralement comment que j'agis quand il y a un geste agressif, que ce soit frapper, mordre, crier des noms, etc., entre mes enfants. C'est sûr que pour Oscar, j'ai une approche différente, je ne vais pas expliquer et je ne suis pas encore entrée en mode de réparation pour Oscar. Frapper pour lui, c'est exploratoire, ce n'est pas destiné à blesser qui que ce soit. Donc, à ce moment-là, je tiens ses mains, je lui explique calmement et c'est tellement important de se détacher de la situation et de rester calme et de ne pas prendre ça personnel. Notre enfant n'est pas méchant parce qu'il frappe à 20 mois. C'est pas parce qu'on n'est pas des bons parents, c'est vraiment exploratoire pour presque tous les enfants. Donc, je lui tiens les mains, je lui dis calmement, en douceur, avec un sourire, je ne te laisserai pas frapper, ça fait mal. Là, souvent, je lui montre à faire des douceurs là, sur mes joues, faire des câlins, puis ça passe. Je n'ai heureusement pas de gros problèmes de frappage ou de mordage avec mes enfants. J'ai eu un enfant qui m'a mordu pendant une bonne période et c'était clairement relié à la naissance d'un de ses frères. De ma fatigue extrême qui faisait que je gérais mal les situations et qui lui, dans le fond, c'était une de ses façons de me montrer que je lui manquais beaucoup. Donc, ça a pris beaucoup d'accompagnement à ce niveau-là. Mais de façon générale, j'ai pas des enfants qui me font des gros comportements agressifs envers moi. Envers eux, envers mes deux plus grands, il y en a beaucoup plus depuis quelques mois. Mais c'est ça. C'est ça. On a plus d'accompagnement à faire, plus de coaching à faire quand on a des grosses transitions de vie, comme la rentrée à l'école qui amène une fatigue extrême, aussi une absorption d'énergie plus négative à laquelle Henri était habitué jusqu'à maintenant. Donc, ça fait sortir un peu d'agressivité chez lui. Donc, beaucoup plus d'accompagnement à ce niveau-là au début de l'automne. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Une grande joie.
Donc, c'est ça. S'il y a un geste agressif, je vous invite à chercher qu'est-ce qui se passe derrière. Qu'est-ce que ça cache? Alors, l'autre catégorie de questions que j'ai reçues beaucoup, c'est comment on gère les crises de colère. Bon, premièrement, on peut les accompagner, les crises de colère, les crises, toutes les sortes de crises, en fait, émotionnelles. Je pense que c'est important de les accompagner. Puis ça va dépendre un petit peu de l'âge de nos enfants puis du tempérament de nos enfants. Vous voyez, moi, j'avais un de mes garçons qui avait des très, très grandes crises quand il est rentré dans l'âge du tout petit là, jusqu'à ses 3 ans facile. Puis c'est encore un enfant qui peut en faire des grosses, des intenses, des longues. Généralement, en fait, je me répète toujours qu'une crise, c'est un trop-plein d'émotions que l'enfant ne sait pas comment gérer, il ne sait pas comment l'exprimer. Et généralement, cet enfant-là va avoir vraiment peur de ce qui est en train de lui arriver. Donc, je me rappelle d'agir comme un contenant pour son surplus d'émotions. Avec cet enfant-là, par exemple, je me tenais proche, mais lui, il ne voulait pas être touché. Donc, quand il rentrait en crise, je m'assoyais proche de lui et je lui disais quelque chose comme « Maman est proche de toi, je te laisserai pas tout seul avec ces grosses émotions, dis-moi quand tu es prêt. » Généralement, après quelques minutes, il voulait se faire coller, donc il finissait sa crise dans mes bras. Et ces crises pouvaient durer plusieurs heures. Donc, une fois la crise passée, j'attendais, je lui répétais que j'étais présente pour lui, que je nommais ses émotions. Je vois que tu es fâché, je vois que tu es frustré, je vois que tu es triste parce que tu ne peux plus faire quelque chose, ou bon, il s'est passé X, Y, Z. Donc, je nommais les émotions qu'il était en train de vivre et j'attendais, en étant très présente et très détachée de la crise, mais très connectée à mon enfant. Une fois que la crise est passée, je voyais clairement dans ses yeux, ben là, je parle au passé, je le vis encore. Je vois clairement dans leurs yeux quand la crise est terminée pour vrai et que dans le fond, leur cerveau se reconnecte. Et à ce moment-là, ils sont prêts à être, pas à être, mais ben oui, à être coachés, à discuter, etc. Donc, je vais répéter, bon, je vois que tu étais très fâché. Ouf, tu étais très fâché. Je vais parler de ce qui s'est passé de ce qui s'est passé qui l'a fâché. Et selon son âge, je vais lui demander de m'en parler, ou sinon, je vais nommer la situation. Si l'enfant, c'est un tout petit qui n'est pas capable de nommer la situation, je vais le nommer très simplement en mettant l'emphase sur le fait que ça l'a fâché. Et jusqu'à un certain âge, c'était tout. Je donnais de l'amour et du vocabulaire, dans le fond, pour exprimer sa frustration pour la prochaine fois. Et ça, ce que ça a fait, c'est que mes enfants sont vraiment capables de nommer leurs émotions quand ils la vivent. Et par exemple, Paul, après des crises, souvent, il me disait, là, à un très jeune âge, à 2 ans et demi, même Oscar là, a commencé à le dire, Paul triste, Oscar triste, quand il commence à se calmer. Puis, pas longtemps après, c'était Oscar correct. La peine était passée, la colère était passée. Est-ce qu'Oscar est triste? Non. Non? Oscar content? Non. Correct, ok. Là, je pense vraiment que c'est la première étape quand ils sont tout petits, d'accompagner la crise. L'enfant a droit à ses émotions. Ça veut pas dire qu'après ça, on doit accepter la suite. Là. C'est pas avoir droit à une émotion, ça veut pas dire qu'on a le droit, par exemple, s'il y a une crise parce qu'il voulait le verre bleu puis on n'a plus de verre bleu, ou s'il y a une crise parce qu'il voulait manger de la crème glacée qu'on peut pas lui en donner, ça veut pas dire lui en donner. Mais il a le droit d'être fâché pour ça, puis il n'y a pas l'âge pour gérer sa frustration, autrement que par une crise émotionnelle. Donc, en quelque sorte, c'est nommer ses émotions puis être son contenant jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour mieux communiquer, mieux vivre avec ses émotions, puis de façon de plus en plus acceptable, entre guillemets, pour les gens autour de lui. Ce qui fait aussi qu'on a souvent des crises qui ne durent pas longtemps quand on nomme les émotions, parce que l'enfant se sent
écouté, compris, accepté dans ses émotions, puis passer à autre chose. Voilà, donc je vais regarder un peu si j'ai d'autres questions auxquelles je pourrais répondre. Autre que ces deux grandes catégories qui revenaient énormément. Bon, pour les chicanes entre eux, j'ai beaucoup de questions sur comment gérer les chicanes entre eux. Ça sera quelque chose à part parce que c'est un sujet vraiment complexe qui me prendrait beaucoup de temps à aborder ici. Quels sont les cadres posés limites dans ce cas? Là, cette question-là n'est pas assez précise. Je ne sais pas c'est quoi ce cas parce que ma question, c'est juste avez-vous des questions sur le fait qu'on n'utilise pas de punition? Les cadres posés sont clairs, sont les mêmes pour tout le monde, on respecte les autres, donc on parle avec politesse, on parle avec douceur, on utilise nos mots, on se tient loin des gestes agressifs, etc. On trouve des solutions. C'est ça la règle pour tout le monde dans la famille. Moi également, je me donne pas le droit de crier après mes enfants, de les menacer ou de les traiter comme de la chenoute parce que je suis l'adulte. Je ne veux pas qu'ils me parlent comme ça. Je ne veux pas qu'ils parlent entre eux comme ça. Je veux pas qu'ils parlent aux autres comme ça. Je veux qu'ils restent en mode solution, avec douceur, politesse. Donc, je dois moi aussi modéliser cela. Donc, ça, c'est clair et net. On en parle tout le temps. Si moi, j'élève la voix, je m'excuse tout le temps. Je leur rappelle de me rappeler que j'ai pas le droit de leur crier parce que c'est pas comme ça qu'on se parle dans notre famille. C'est pas comme ça qu'on se parle entre humains qui s'aiment. Donc, je n'ai pas le droit, moi non plus, même si ça m'arrive de le faire. Et c'est sûr, mais comme je dis, après, je répète. Une autre question, c'est est-ce que tu mets des fois tes gars en retrait afin qu'ils se calment? Ça arrive. Ça dépend des enfants. Comme je dis, Paul, lui, il a besoin de contact physique. Henri, en vieillissant, demande de plus en plus à être seul quelques minutes dans sa chambre pour se calmer. Et je lui laisse. Ça, c'est super positif d'aller se retirer de soi-même quand on voit qu'on va disjoncter. C'est tellement positif, bien sûr. Je ne force pas mes enfants à être en retrait pour qu'ils se calment. Des fois, je vais moi m'éloigner si je vois que l'enfant veut pas mon aide dans la minute et est agressif avec moi et que mes stratégies d'enfant d'accompagnement ne fonctionnent pas. Des fois, je vais lui dire, regarde, ça commence à vraiment trop m'affecter. Je vais me retirer quelques minutes pour me calmer. Et je reviens, je te laisse pas tout seul, je suis juste à côté, là, mais j'ai besoin d'aller respirer une minute. Généralement, quand je sors, l'enfant me court après, il est tout d'un coup vraiment prêt à ce qu'on se colle, à ce qu'on discute, qu'on trouve des solutions, etc. Mais c'est vrai que je fais ça pour me calmer pour de vrai. Puis quand il même si ça prend juste une minute, puis qu'il devient un peu en panique émotive, là, qui est plus en colère, mais qui est rendu dans une tristesse vraiment intense, mais ma switch intérieure embarque, je suis prête à l'accompagner comme tout de suite. Voilà, donc si l'enfant a besoin d'être calme en retrait, par lui-même, fine, c'est super positif. Mais je ne les force pas. Ça arrive que je mais que je demande à ce que l'enfant se retire avec moi dans une autre pièce. Si je vois qu'il y a les autos qui tombent là-bas, si je vois qu'il n'est pas capable de prendre contrôle sur son agressivité du tout et que ça peut devenir dangereux pour les autres, là, à ce moment-là, on va se retirer, mais ensemble. C'est ça. Puis là, je vais faire la même intervention que je faisais, mais dans une chambre avec lui. Généralement, je vais attendre qu'il se calme. Je vais m'asseoir dans un coin, je vais attendre, je vais lui dire, regarde, je suis ici quand t'es prêt, on pourra se parler, mais je te laisserai pas tout seul là-dedans. Puis j'attends. J'attends, ça sert à rien de parler à quelqu'un de fou. Pensez-y quand vous êtes en colère, puis qu'on essaie de vous faire la morale, ou qu'on essaie de vous parler, là, vous êtes juste plus en colère. Ça prend une petite minute, un moment donné, notre cerveau se calme, puis on peut se parler. Donc, c'est la même chose pour les enfants. Donc, à ce moment-là, quand il est prêt, ben, je fais le même genre d'intervention que je vous ai expliqué un peu plus tôt. Comment fais-tu pour rester patiente quand ton enfant te rit au nez? Ben, c'est pas facile. Notre ego, notre sensibilité embarque, notre peur aussi que notre enfant devienne un enfant mesquin ou irrespectueux, etc. Ça éveille des choses en nous, ça c'est clair. Par contre, je me répète que mon enfant, quand il est rendu à me rire au nez, c'est qu'il est
vraiment en grand besoin de connexion. Il se sent déconnecté, il se sent perdu, il se sent seul. Donc, généralement, ça va dépendre vraiment de la situation. Je vais peut-être faire une blague sur ce qu'il dit. Je vais lui rappeler, je vois vraiment à quel point tu es fâché. Je vois à quel point tu es triste, que c'est difficile pour toi en ce moment. Je vais essayer comme de passer par-dessus le plus que je peux du fait qu'il me rit au nez. Tu sais, qu'il me donne une tape puis qu'il sourit en même temps, là, c'est signe vraiment que l'enfant va pas bien. Donc, je vais vraiment travailler fort sur moi pour passer par-dessus le fait qu'il sourit. Je vous rappelle que je parle de petite enfance. Donc voilà, je respire, je me répète mes mantras et j'essaie de voir au-delà du fait qu'il me rit au nez, entre guillemets, c'est un appel à l'aide encore plus fort. Crois-tu que ça a un effet apaisant sur le comportement des enfants, le fait de retirer la peur? Complètement. C'est certain, c'est certain, c'est certain. Un enfant qui n'est pas éduqué dans la peur va avoir plus de calme intérieur, il va avoir confiance en ses parents comme contenant, comme bouée, on est leur ancre. Donc, oui, je suis persuadée que ça va avoir un effet calmant chez l'enfant, un effet très, très important dans l'attachement, dans la confiance, dans le calme. J'en suis plus que convaincue et je trouve généralement mes enfants dégagent une certaine paix intérieure, si je peux dire. Et bon, on est loin d'être parfait, on s'entend, mais qu'on est loin d'être parfait, on ne sera jamais, puis c'est bien correct comme ça. Mais on a une certaine conscience qui grandit beaucoup au fil du temps qu'on est parents. Puis je trouve quand même, si je peux le dire sans que ça sonne, c'est pas vantard pantoute, là, mais ouais, je trouve que mes enfants dégagent un calme général dans la vie, même s'ils sont très énervés des fois, mais tu sais, c'est un énervement. Normalement, c'est pas un énervement lié à un manque ou à une peur, tu sais. Ouais, enfin, bref, oui, je suis convaincue que ça a un effet apaisant sur le comportement des enfants du fait de retirer la peur. Je pense que plus on est connecté à nos enfants, plus évidemment que notre rythme est clair, que nos attentes sont claires, qu'on est dans le respect mutuel, tout ça va apaiser les enfants, va les rendre plus collaboratifs, c'est certain, j'en suis plus que persuadée. Il faut aussi garder en tête qu'on élève des êtres humains, ce ne sont pas des continuités de nous, c'est des êtres complètement différents de nous, qui ont droit à leur personnalité. On ne peut pas élever des petits moutons non plus, donc c'est quand même intéressant d'avoir un enfant qui a beaucoup d'opinions, qui discute, oui, qui discute, etc., parce que ça va faire un adulte compétent, tu sais, ça va faire un adulte critique qui prend sa place, qui discute. Tout ça, évidemment, doit être accompagné pour être appris dans le respect, mais je pense que c'est quelque chose de beau à conserver chez nos enfants. Ensuite, est-ce que ça fonctionne toujours? Ben, personne n'est un robot, là. Fonctionne, généralement, ça fonctionne bien, ça se passe bien, on collabore, puis on discute, puis on finit par trouver une solution. Il y a cette idée de fonctionne, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, qui est un petit peu à retirer de notre vocabulaire, parce que ce qu'on veut ici, là, c'est créer des relations profondes avec nos enfants tous les jours pour avoir plus de collaboration entre nous. Collaborer, là, c'est pas juste qu'ils fassent ce que l'adulte demande, c'est trouver des solutions ensemble, trouver des compromis ensemble. Donc, oui, ça fonctionne toujours, mais ça va pas nécessairement fonctionner dans un régime de dictature camouflé, si vous comprenez ce que je veux dire. Ça prend beaucoup de travail de la part de l'adulte. Il faut réfléchir sur ce qu'on est, sur ce qui nous fait suivre, ce qui nous fait réagir, les comprendre, puis ensuite trouver des façons de faire en sorte que tous les humains dans la même maison vivent en harmonie. Mais on est le parent, on est le guide, mais voilà, c'est ça. Donc, voilà, oui, ça fonctionne, mais j'ai un petit peu de limite avec le mot fonctionne. Est-ce que ça marche? Oui, mais on n'est pas des robots, ça se fait dans l'échange, si je peux dire. Comment faites-vous si l'enfant est en opposition et ne veut plus se faire guider? L'enfant a peut-être besoin d'une belle pause, un peu plus de silence et de se sentir connecté à l'adulte. Et ça veut pas dire que ça se fait dans la parole, mais dans la gestuelle beaucoup. Mais je pense qu'un enfant qui est complètement fermé, à un moment donné, a besoin de sentir qu'il est connecté à son parent, que son parent est là pour lui.
Donc, si on change un petit peu la vibe qu'on dégage, qu'on devient plus ouvert, plus réceptif à ce que l'enfant vit intérieurement, il va tranquillement s'ouvrir. Il faut les respecter aussi dans le fait que mamie, ils se shut down, puis ils ont besoin d'espace. Sans les laisser seuls, sans leur dire « Ok, d'abord, je m'en vais, tu veux pas m'écouter, tu m'écoutes jamais, les affaires de même, ça aide pas. Regarde, je te laisse une petite minute pour respirer, je vois que tu as besoin d'espace, je suis pas loin, je suis dans la pièce à côté si tu as besoin, regarde, je comprends. Prends ton temps, viens me voir, je suis là pour toi. » Des choses comme ça. Oui, qu'est-ce qui se passe, Oscar? Ça va? Oui? J'ai presque terminé mon cas. Comment réagissez-vous en public, surtout devant la famille? Ben, exactement la même façon que si on était à la maison. C'est sûr qu'avec le temps, j'ai travaillé beaucoup sur le fait de me laisser de moins en moins toucher puis affecter dans mes réactions, dans mes façons de faire, quand je suis vue et entendue par les autres. J'essaie de rester vraie avec moi-même et connectée à mon enfant parce que c'est ça qui est important dans ces moments-là. C'est ce qu'on est en train de vivre, mon enfant et moi. Tant pis si les personnes autour jugent, ne comprennent pas, ils voient pas l'ampleur ou l'importance de ce qui est en train d'être vécu. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous on fait le transport vers la garderie en autobus. Et des fois, c'est long. Et quand Paul était un peu plus petit, le retour était plus difficile. C'était pas tout le temps, mais des fois, j'ai eu droit, en fait, à quelques bonnes crises dans l'autobus parce qu'il voulait sortir, tout simplement. Il en avait sa claque de sa journée. Il était fatigué de la garderie toute la journée, il avait faim, il était fatigué, il avait hâte de jouer avec ses jouets, d'être dans sa maison, de connecter avec moi, seul à seul, etc., etc. Donc, le trajet de l'autobus le faisait suivre. Et écoutez, il n'y avait pas grand-chose à faire autre que d'être présent pour lui, mais j'allais pas lui dire d'arrêter de pleurer parce qu'il était triste pour vrai, tu sais. Oui, je lui répète souvent, tu as le droit d'être triste, tu peux pleurer, essaie de moins crier, parce que crier, ça fait mal aux oreilles, etc. Il y a d'autres façons de pleurer, d'exprimer qu'on est triste. Donc, après avoir répété ça, puis souvent, lui, dans ses crises dans l'autobus, ben, il se pitche par terre. Il y a une limite à le forcer à être sur moi dans l'autobus quand il est en crise. Donc, souvent, ben, je le protégeais, mais il était couché par terre. Puis, voilà, il pleurait. Et ça a déjà duré tout le trajet, un prix dans le trafic, un bon 45 minutes. J'ai vu des personnes autour de nous complètement juger ce qui se passait, là, tu sais. Premièrement, bon, c'est tannant pour tout le monde d'avoir un enfant qui gueule à côté de nous pendant 45 minutes. Ça, je comprends ça. Des madames, là, excusez-moi. Oui, des madames qui le regardent. Mais là, pourquoi tu pleures? Tu pleures! Mais voyons, arrête de pleurer. Tu sais, super bête, là, tu sais, qui s'adresse directement à lui. Ça, j'ai pas de problème avec ça tout, mais super bête, genre, pourquoi tu pleures? Tu sais, c'est pas d'empathie, tout, qui faisait qu'amplifier sa colère. Et c'était réactif. Puis qu'après, il me lâche un regard, tu sais, lourd de jugement. Regarde, moi, c'est maman. Tant pis pour vous, là, tu sais, tant pis. J'essaie de vraiment en faire abstraction, de me concentrer sur ce qui se passe devant moi, puis je fais ce que je crois. Ce que je fais, je crois en son bienfait, donc je me maintiens là-dessus. Arrête là-dessus, tu veux débarquer? Merci, mon amour. Voilà, je me concentre là-dessus. Puis, au niveau de la famille, ben, je sais faire la même chose, mais souvent, on verbalise beaucoup la façon qu'on intervient, des choses comme ça. Souvent, si on est en groupe et que je peux faire l'intervention en privé avec mon enfant, je vais le faire par respect pour lui, par respect pour les autres. C'est sûr que dans l'autobus, ça, je peux pas faire ça. Mais voilà, donc comment je réagis en public, je travaille fort sur moi pour pas me laisser atteindre par le regard des autres parce que je veux pas que ça influence ma façon d'accueillir les émotions et de guider mes enfants. Je veux pas que ça m'influence. Donc, ça me prend beaucoup de travail sur mon humilité, sur mon ego, sur ma gêne, sur
tout ça, là, pour pas me laisser affecter par ça. Ça marche pas toujours, mais voilà. C'est comme ça que je réagis quand je suis en public. Donc voilà, je vais conclure cet épisode maintenant. Ça fait un bon 40 minutes presque là, que je parle. J'ai Oscar qui a été vraiment très patient à côté. Hein? Merci beaucoup, mon beau Oscar. Et voilà, c'est ça. J'ai pas répondu à chacune des questions, mais comme je vous dis, je les ai regroupées dans ces grands thèmes-là. Finalement, il y en avait plus que deux. Et ça fait vraiment le tour là, des types de questions que j'ai reçues. Il y en a il y en a deux là, que je laisse tomber, que je répondrai de façon propre, là, avec d'autres choses, soit des séries d'articles de blog ou des podcasts ou je sais pas encore. Mais tout ce qui concerne la chicane entre les frères et sœurs là, dans la fratrie, ça, je veux faire quelque chose vraiment propre à ce thème-là parce que c'est quelque chose que je travaille beaucoup et je vois des résultats. Quand je travaille fort là-dessus pour les coacher, je vois des grands résultats. Puis quand je laisse un peu cet aspect-là tomber puis un peu lousse, je vois aussi l'effet pervers que ça cause. Donc, je veux vraiment me concentrer là-dessus dans une autre série. Puis, la question, utilisez-vous les récompenses? Je n'utilise aucun système de récompense. Je n'aime pas ça. Et je sais aussi, tu veux que je t'aide? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je mets le chapeau? Il est où le chapeau? Va chercher le chapeau. C'est ça, pour les récompenses, j'en parlerai ailleurs aussi parce que c'est un sujet en soi, là, qui est en lien avec les punitions, à mon sens, mais qui mérite d'être exploré à part. Donc voilà, je vous invite à laisser en commentaire, vous, comment vous intervenez avec vos petits en cas de comportement, entre guillemets, inacceptable, parce que ça, c'est discutable. Là, on a parlé d'agressivité et de colère et de crise, mais les comportements inacceptables, c'est très relatif. Hein? Donc, voilà, je vous invite à écrire en commentaire si vous avez des choses à ajouter pour aider les personnes qui écoutent le podcast. Le plus on va se partager d'outils, le plus tout le monde va être plus en mesure d'accompagner ses enfants dans l'harmonie et le respect. Puis on risque d'être tous être plus heureux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis... Voilà, je pense que je vais arrêter ça là. Merci beaucoup encore une fois d'être ici, d'écouter ce petit podcast, mon petit balado slow, ça me fait vraiment plaisir. Et n'hésitez jamais à m'envoyer vos questions, vos thèmes, etc. de sujets que vous voulez que j'aborde. J'ai commencé à recevoir beaucoup de messages privés avec des questions spécifiques à traiter, soit en billet de blog ou en podcast. J'aime vraiment cette approche-là. Dans le fond, je pense que des fois, je vais mettre carrément le message avec la situation, puis apporter des éléments de réponse, de réflexion. Oui, tu as trouvé les chapeaux, génial! Alors voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos commentaires, etc. Et sur ce, je vous souhaite un super beau début de l'année 2019. Bye bye!